Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi après-midi et je suis ravie de vous retrouver pour commencer ce nouveau vlog lecture. Pas grand chose de nouveau depuis hier, pour vous ça fait une semaine, hormis le fait que j'ai commencé donc hier après-midi, hier soir, une nouvelle lecture. Il s'agit de La Galerie de glace de Éric Garando aux éditions Albin Michel. Je l'ai commencé, je suis à 100 pages de lu sur 314 il me semble. C'est pour le moment honnêtement je sais pas trop où je vais, pour être tout à fait honnête. Dans cette histoire nous allons suivre Gabriel Thomas qui est un ancien inspecteur fraîchement à la retraite. Et pour arrondir ses fins de mois il décide de devenir détective privé. Il va être très vite contacté par Caroline Hopkowicz, je sais pas trop si on le prononce comme ça m'étonnerait, mais bon, par Caroline, qui vient de perdre son mari Alexandre dans un accident d'avion, et surtout de son propre avion, c'est lui qui était aux commandes. Alexandre est un grand PDG français à la tête de la manufacture qui est en fait une industrie, un groupe en fait industriel français numéro 1 dans le monde et qui transforme, il me semble, les matériaux. Donc Gabriel Thomas est commandité par Caroline pour contre-enquêter, étant donné qu'il y a quand même Interpol qui est sur l'affaire, la police française et une autre police, celle du Nigeria, parce qu'en fait Gabriel Thomas s'est très vite rendu compte que Alexandre faisait beaucoup d'allers-retours au Nigeria, notamment au Lagos, avec donc, son avion personnel. Et il va lui-même y aller pour essayer de comprendre pourquoi Alexandre s'y rendait si souvent. Sachant que son héritage, bien évidemment, profite à sa femme Caroline, à ses enfants. Donc par contre, il n'a que des filles, étant donné que le petit garçon est mort. Celui qu'il avait, je crois qu'il est mort d'une maladie. Et ils se rendent compte notamment que sur son testament, il y a une personne qui hérite de certaines parts. Et il s'agit d'une Nigérienne qui s'appelle Awa. Donc voilà, Gabriel Thomas va en fait mener l'enquête pour savoir si finalement l'accident d'avion était bel et bien un accident, si c'était prémédité, est-ce qu'on en voulait à l'homme et au père de famille ou est-ce qu'on en voulait au PDG qu'il était. Et en fait, il y a certains chapitres qui vont se passer à Venise en 1664 et à Fontainebleau en 1664. Et pour le moment, rien n'explique ce saut dans le temps. Donc bon, là comme je vous ai dit, j'ai lu que 100 pages, donc ça va très certainement être expliqué après. Mais pour le moment, c'est vrai que je découvre un petit peu, je suis assez sceptique et je me dis mais pourquoi on fait ces bandes dans le passé? On est prévenu dans la couverture que voilà, il va être sujet de voyage entre le 16e et le 21e siècle, entre Venise, Lagos et Versailles. Voilà, il est question de malédiction, de magie noire, de sociétés secrètes, de jeux de pouvoir. Mais là, pour le moment, voilà, ça passe un petit peu du coq à l'âne entre les chapitres et là, je me pose un petit peu des questions. Pour le moment, j'aime bien ma lecture, ça va, je découvre petit à petit. C'est très pointu quand même, ça je dois le dire, c'est hyper pointu, beaucoup d'informations notamment sur le Nigeria et sur la ville Lagos. On sent que l'auteur s'est très bien documenté. En même temps, Éric Garando, pour ceux qui ne le savaient pas comme moi, c'est l'ancien conseiller culturel à l'Élysée et il a été également président du CNC et il a même écrit Tapis Rouge apparemment, donc ça ce n'est pas son premier livre. Mais alors c'est très pointu, même en termes de tout ce qui est par rapport au commerce et au groupe industriel et tout, c'est très bien documenté. Donc à voir ce que donne cette lecture, en tout cas voilà, j'en suis là pour le moment. Et je vous en parlerai davantage quand je l'aurai avancé. Sinon écoutez, c'est tout pour moi, comme vous voyez il fait beau. Profitons-en parce que cette semaine s'annonce pluvieuse, en tout cas dans le sud de la France, Hérault-Gare on va dire. Donc je vais en profiter, là c'est déjà 17 h, j'ai quelques petites choses à faire avant.
Et puis ensuite je m'installerai très certainement ce soir, même si je crois qu'il y a le premier épisode d'Outlander saison 6 qui est sorti sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ce soir je le regarderai, ça fait trop longtemps qu'on attend cette saison et bien évidemment je n'ai pas eu le temps de lire le livre, le tome 5 pour me mettre à jour. Donc c'est pas grave, mais en tout cas je vais pas attendre un jour de plus pour regarder l'épisode. Donc écoutez, c'est tout pour moi et je vous reprends très vite pour vous parler de l'avancée de ma lecture. Nous sommes mercredi fin de matinée, ça commence à devenir un petit rituel que je vous prenne juste avant d'aller manger parce que j'ai deux choses à vous dire concernant du coup mes lectures. On s'était quitté lundi après avoir ouvert ce blog avec la lecture d'Éric Garando, Galerie des Glaces, donc aux éditions Albin Michel. Et je suis arrivée à la page 135. Donc il me reste 180 pages à lire, mais j'ai abandonné cette lecture. Alors je ne sais pas si c'est un abandon définitif ou si je vais juste essayer de le lire, on va dire chapitre par chapitre, quelques jours par-ci par-là. Mais en fait, je n'ai pas du tout été emportée, je n'ai pas du tout voyagé à travers cette histoire. Donc il y a plusieurs raisons. Tout d'abord concernant l'intrigue, donc je vous rappelle que c'est un PDG qui a eu un accident d'avion lorsqu'il le pilotait lui-même et donc c'est pour savoir si c'était un accident ou si quelqu'un l'a tué, si c'était prémédité. Donc on se doute bien qu'en fait c'était prémédité. Donc c'est l'inspecteur Gabriel Thomas qui va être mis sur le coup. C'est un détective privé étant donné qu'il a été, il est retraité de la police depuis peu. Et en fait durant l'histoire il va se rendre au Nigeria et on va avoir également des sauts dans le temps. On va se retrouver en 1664 à Venise et à la même année à Fontainebleau. Le problème c'est qu'en fait dans ce livre-là on passe du coq à l'âne, c'est-à-dire que voilà, un chapitre on est au Nigeria et de l'autre côté et on tourne la page, le chapitre suivant se passe à Fontainebleau en 1664 avec Colbert, le jeune Louis XIV, tout ça. Et ensuite nous sommes à Venise, plus précisément sur l'île de Murano, avec ce qu'on appelle je crois des miroitiers, donc c'est-à-dire ceux qui font des miroirs tout simplement, sachant que Venise était la première ville à faire des miroirs d'exception. Et d'ailleurs les artisans qui travaillaient gardaient le secret, ils étaient tenus en fait de ne jamais l'écrire sur papier, c'était uniquement de la transmission orale. Et si jamais ils venaient à quitter l'île de Murano, eh bien ils étaient pourchassés pour être soit emprisonnés soit tués, je me rappelle plus très bien, mais voilà, ils étaient un petit peu comme emprisonnés quand même sur l'île pour que leur savoir ne s'ébruite pas. Et en fait j'ai eu du mal à comprendre comment ces trois histoires là, ou en tout cas comment les deux époques peuvent être liées. C'est un lien qui se tisse dans la longueur et donc en fait pour être honnête là je ne comprends pas encore vraiment le comment du pourquoi. On a ce jeu de chronologie, de temporalité en fait. Donc voilà, ça vient quand même dans la durée, sachant qu'il me reste 180 pages à lire. C'est un livre qui en fait 315, enfin, c'est pas non plus... c'est pas un très gros livre, donc je trouve que là, j'étais un petit peu perdue. Ensuite, il y a le fait aussi qu'il y a des tournures de phrases qui sont un petit peu complexes. Pour être honnête, il y a des fois où j'ai dû le relire deux fois certains passages ou certaines phrases parce que j'avais mal lu, voilà, ça aussi ça m'a un petit peu rebutée. Et ce qui a fini, on va dire, d'achever ma lecture, c'est que je n'ai pas eu d'empathie pour les personnages, même pour l'inspecteur, alors qu'il lui arrive quand même des choses assez compliquées dans sa vie privée, on va dire. J'ai eu zéro empathie, que ce soit pour lui ou pour d'autres personnages. Et enfin, une des dernières choses qui a fini d'achever ma lecture, c'est le... Alors, en fait, c'est bien,
mais pour moi je l'ai vu plus d'un point négatif. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est un livre qui est très bien documenté, que ce soit par rapport au Nigeria et à la ville de Lagos, ou que ce soit pour Venise et Fontainebleau dans les années 1664. Il y a des faits historiques qui nous sont donnés, qui nous sont expliqués, mais en fait il y en a trop. Et si vous voulez, l'histoire se noie dans tous ces détails historiques, dans toutes ces anecdotes qui n'ont pas forcément... je pense qu'ils n'ont pas... C'est pas qu'elles n'ont pas de place dans le récit, mais en tout cas elles apportent... ces anecdotes n'apportent pas plus au récit. Et en fait, à force de trop en lire, ben, je perdais un petit peu le fil conducteur quand même de l'intrigue et de cette histoire-là. Après, c'était très plaisant parce que vous savez que j'ai fait des études d'histoire, j'adore l'histoire, j'aime les romans sur base historique, mais là honnêtement c'était un petit peu trop. Et en fait je ne m'attendais pas à ça en lisant ce livre, c'est-à-dire que j'étais pas partie dans l'optique de lire un livre, alors pas purement historique, mais avec beaucoup trop de digressions. Ça m'avait fait exactement pareil quand j'avais lu Les Fables de sang de Arnaud de Lalande, je crois, où en fait c'était presque... l'intrigue était presque un prétexte pour écrire le livre et pour, voilà, pour nous servir toutes ces anecdotes historiques, voilà, tous ces petits points précis de l'histoire. Et donc ça fait beaucoup aussi de personnages. Alors déjà au Nigeria ils ont des noms un petit peu compliqués à lire et à retenir. Et même au niveau en France, ils nous parlent beaucoup de la politique, forcément de Colbert, donc du mercantilisme. Et c'est très... on a référence à plusieurs personnages, à plusieurs thèmes dans l'économie, que ce soit par rapport à la marine, aux taxes. Enfin, c'est très... Pour moi, ça a été trop farfelu. Et du coup, c'était pas une lecture que je lisais vraiment avec plaisir, mais avec beaucoup de concentration. Pour ne pas me perdre parmi les personnages, les anecdotes et essayer de retrouver le fil de ma lecture. Donc, j'ai préféré la mettre de côté pour le moment. Je pense que voilà, comme je vous dis, je vais y revenir chapitre par chapitre, par-ci par-là, et on verra bien. Mais en fait, il n'y a rien qui m'accroche, il n'y a rien qui me fait voyager, alors que pourtant j'adore les récits d'histoire. J'adore quand il y a une double temporalité comme ça, mais là, pour le coup, je pense que l'écriture ne fonctionne pas pour moi. Après voilà, je dis pas que c'est mauvais, loin de là, parce que d'après ce que j'ai lu sur internet, il s'est quand même documenté 1 an et demi. C'est super intéressant d'apprendre des choses sur le métier de miroitier, voilà, de la verrerie, tout ça. Mais voilà, c'est tout, on va dire, ça s'arrête là. Donc voilà, c'est pas inintéressant, mais en aucun cas c'est mauvais, loin de là. Et je pense que voilà, il faut essayer de le lire pour se faire son propre avis. Du coup sur ce, donc ça je l'ai arrêté lundi soir, et en fait lundi soir j'ai eu énormément du mal à trouver une autre lecture en fait. Et j'ai commencé à lire plusieurs pages de plusieurs livres, mais je sais pas, je crois qu'en fait lundi soir il fallait juste que je fasse une petite pause parce que j'avais le cerveau en ébullition. Donc hier soir j'ai commencé une nouvelle lecture, il s'agit de La Dame à la licorne de Tracy Chevalier aux éditions Folio. C'est un livre qui a été écrit en 2002-2003, un truc comme ça je crois, je vais y arriver. 2003. Vous savez que j'aime beaucoup Tracy Chevalier, c'est une de mes auteurs chouchou, alors qu'en fait j'ai lu que 2 livres d'elle. J'ai lu La jeune fille à la perle et La Vierge en bleu. Et j'ai récemment acheté La brodeuse de Winchester je crois, qui est dans ma palle. Et je crois que c'est c'est son dernier livre d'ailleurs. Celui-ci je l'avais dans ma palle depuis un petit moment et donc j'ai décidé de le sortir. J'ai lu 106 pages il me semble sur 355. Et honnêtement, c'est écrit assez petit. Voilà, c'est pas très aéré, je sais pas si vous verrez bien, mais la lecture en fait avance doucement. Pourtant on a l'impression d'avoir lu beaucoup, sauf que non, les pages se tournent relativement lentement. Pour vous faire un petit résumé de ce livre, ça va se passer en 1990. Donc on est vraiment à la limite de la Renaissance et à la fin du Moyen-Âge. Nous allons suivre Nicolas des Innocents, qui est un artiste parisien, un artiste de la cour du roi, qui est miniaturiste. Donc c'est-à-dire qu'en fait il peint des portraits, mais vraiment en tout petit, des portraits de poche presque.
et il va être commandité par Monseigneur Jean Leviste. Donc c'est un noble qui est très connu, qui est très fidèle au roi, enfin voilà, c'est quelqu'un, mais qui ne vit pas à la cour par contre. Donc il va être commandité pour une série de 6 tapisseries, donc pour habiller une pièce pardon, de sa demeure. Nicolas donc des Innocents est chargé de faire 6 tapisseries, en tout cas de les dessiner parce que ce n'est pas lui qui va tisser. Le tissage de la tapisserie va se passer à Bruxelles en Belgique. Et en fait le thème de cette tapisserie va être, vous allez le deviner, hein, la dame à la licorne. De base Jean Leviste voulait représenter sur ses tapisseries la guerre de Nancy, si je dis pas de bêtises. Chose à laquelle la femme de Jean Leviste, donc Dame Geneviève, s'est fermement opposée parce qu'elle ne souhaite pas que des convives viennent déjeuner en fait dans cette pièce et voient donc des scènes de guerre avec des chevaux éventrés, du sang et compagnie, et surtout la présence du roi et de Jean Leviste sur la tapisserie alors qu'ils n'ont jamais participé à cette guerre. Apparemment, ils s'étaient mis à l'abri. Donc Geneviève va souffler en fait à l'oreille de Nicolas de changer totalement de thème et du coup d'arriver à convaincre Jean Leviste de ce thème qu'il va choisir, sachant qu'en fait c'est un homme qui n'est pas du tout commode, hein, voilà, qui n'aime pas les discussions longues, qui parle très peu, il est très autoritaire, il se fait beaucoup respecter, donc c'est quelqu'un d'imposant et qui peut facilement faire peur. Sachant qu'il est toujours accompagné de son fervent ancien marchand qui s'appelle Léon. Et toutes les négociations passent par Léon, donc il faut arriver à convaincre et Léon et Jean Leviste, donc chose qui n'est pas simple. Donc comme tout roman de Tracy Chevalier, bon, c'est très bien écrit, c'est tout en longueur, hein, il n'y a pas vraiment d'action, c'est assez plat comme histoire, mais c'est vraiment tout en longueur, tout dans les sentiments. Et par contre, c'est un livre, en fait, il n'y a pas vraiment de chapitre. Si vous voulez, c'est un chapitre par personnage. Donc par exemple, on commence avec Nicolas des Innocents, donc on a un chapitre pour lui avec son propre point de vue. Ensuite, on passe à Claude, et en fait, chaque personnage va raconter un bout d'histoire. Donc on est vraiment sur un livre, comme on dit, je crois, choral, avec plusieurs points de vue de personnages. Donc voilà pour ce qui en est de ma lecture du moment, j'espère l'avancer relativement vite. Et je vous tiendrai au courant de son avancée et de si j'aime ou pas, parce que c'est vrai que Tracy Chevalier pour moi c'est un petit peu la... Quand je l'ai choisi hier, c'était un petit peu par facilité, parce que je pense et j'espère ne pas être déçue, parce que ça n'est jamais encore arrivé. Donc j'ai tout misé sur ce livre, on va dire, après Mon arrêt de Eric Garando du coup. Donc écoutez, c'est tout pour moi, je vais aller commencer à préparer à manger et ensuite direction le travail. Nous sommes vendredi matin et je vous prends pour faire un update lecture concernant donc ma lecture du moment, qui est Tracy Chevalier, La Dame à la licorne. Il me reste quasiment 100 pages à lire, donc autant vous dire je l'ai plutôt bien avancé ces derniers jours, et surtout hier parce que c'était ma journée de repos. Et vu le temps qu'il fait, on n'est pas du tout sorti, donc on est resté à la maison. J'ai profité pour lire quasiment toute la journée. Donc là j'avoue que je compte bien le terminer ce soir. Pour vous faire un petit résumé rapide, nous allons suivre Nicolas des Innocents, qui est un peintre, un artiste de la cour, et c'est un peintre miniaturiste. Il va être commandité par Monseigneur Jean Leviste, qui est une famille en tout cas très influente, très respectée et très proche aussi du roi, bien qu'il ne vive pas à la cour. Et Jean Leviste, assisté de son marchand Léon l'Ancien, va demander donc à Nicolas d'habiller sa pièce de 6 tapisseries. Donc à l'époque, c'est vrai que l'on mettait des tapisseries sur les murs pour soit cacher des imperfections de la pierre, pour notamment chauffer aussi la pièce, et bien évidemment c'était un symbole de richesse parce que les tapisseries coûtaient très cher.
notamment déjà par le temps de travail, si vous y mettiez des fils d'or pour la teinture de la laine, et donc plus elles étaient grandes et au plus ça signifiait que vous aviez de l'argent. Après plusieurs discussions, ce n'est finalement pas une scène de guerre qui va être représentée sur les tapisseries comme l'aurait voulu Jean Leviste, mais Nicolas va plutôt le convaincre de représenter une licorne, on va dire, plus précisément donc des dames, une dame à la licorne. Et sur donc les 6 tapisseries, il y en a 5 qui vont évoquer les 5 sens. Donc une pour l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Voilà, il m'en manquait une. Et sur la 6e, qui est en fait la première tapisserie, il y aura juste une dame avec écrit « À mon seul désir ». Donc pour faire ces tapisseries, eh bien, Nicolas des Innocents va devoir se rendre à Bruxelles chez un maître lissier, donc c'est celui qui va s'occuper en fait de faire les tapisseries, c'est maître Georges, parce que la peinture et la tapisserie c'est 2 arts totalement différents, on ne regarde pas une peinture comme on regarde une tapisserie. Et ce que Nicolas a représenté, il faut en fait agrandir ses croquis, les mettre aux proportions de la tapisserie. Et donc très souvent, il faut aussi compléter les vides. Donc ça, c'est le travail des maîtres lissiers. Ils ont la liberté en tout cas de pouvoir ajouter des éléments du décor, que ce soit des éléments plutôt végétaux ou des animaux. Mais en aucun cas ils doivent toucher en tout cas la scène principale et les personnages. Donc comme je vous le disais la dernière fois, c'est vrai que chaque chapitre correspond à un personnage et c'est intéressant parce qu'on a leur point de vue, on apprend à les connaître et ils ont tous, on va dire, un rôle à jouer dans la création de la tapisserie. Je pense notamment quand on est à Bruxelles et c'est là en fait où on apprend tous les détails de la création, de la conception d'une tapisserie et je trouve ça super intéressant, c'est très bien décrit et c'est bien plus de travail que ce que je pouvais en tout cas imaginer. En revanche, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec Nicolas des Innocents et heureusement que le récit n'est pas raconté en fait exclusivement par lui. C'est un homme qui est très prétentieux, très orgueilleux, il a énormément de confiance en soi, c'est de confiance en son travail aussi, il se prend pas comme on dit pour la queue d'une cerise. Il sait ce que vaut son travail et lorsqu'il est à Bruxelles notamment, il n'arrête pas de critiquer la ville, de critiquer les habitants, de porter Paris sur un piédestal, de toujours tout comparer, d'être dans la comparaison. Il refuse en fait de concevoir que le métier de tapissier est différent et donc il va devoir modifier sa peinture en l'agrandissant parce que lui les esquisses qu'il a fait c'est bon pour une peinture mais pas pour une tapisserie, donc en fait il est assez têtu et c'est un homme à femme également, je vais pas dire qu'il les respecte pas mais voilà, il sait qu'il plaît. Par exemple, il va très vite s'éprendre d'une des filles de Jean Leviste, donc elle s'appelle Claude, il va la désirer tout de suite et dans des termes un petit peu crus. Donc ouais, pour le moment j'avoue j'ai un petit peu de mal avec ce personnage, j'espère que dans les 100 dernières pages, il va quand même un petit peu évoluer. Et comme dans beaucoup, en tout cas dans les livres que j'ai lus de Tracy Chevalier, donc là ça se passe en 1490, je crois que l'histoire va se dérouler sur 2 ans jusqu'au rendu final des tapisseries, enfin jusqu'à l'accrochage. Et on a bien évidemment tout ce côté social. Tracy Chevalier met bien en lumière le rôle des femmes dans la société, leur place. C'est vrai que c'était le cas dans La jeune fille à la perle, c'était aussi le cas dans La Vierge en bleu, notamment lorsque l'histoire se passait dans les Cévennes durant les guerres de religion. Et là aussi, on le met en lumière notamment par le fait que on nous dit que Jean Leviste a eu que des filles, donc il n'a pas de descendance mâle. Et en fait ça le frustre énormément, ça l'a énormément déçu. Il n'est pas du tout proche de ses filles et sa femme Geneviève en fait est blâmée un petit peu pour ça. Il lui dit vous avez failli à votre devoir, à votre rôle, en fait presque à votre unique objectif dans la vie, c'était d'avoir un garçon. On nous parle également de mariage et donc les femmes n'avaient pas le droit de choisir leur mari. Ça incombait parfois même pas au rôle de la mère mais surtout du père quand il y avait un enjeu économique derrière.
C'était en fait les filles étaient souvent considérées comme des pions sur un échiquier pour soit acquérir des titres de noblesse, soit dans le commerce ou autre. C'était comme un peu un moyen d'échange tout simplement, ou de faire des alliances entre des familles. Voilà, il y a tout ce côté-là aussi qui est à prendre en compte dans la lecture. On est vraiment en immersion totale dans cette fin en fait de 15e siècle, on est vraiment aux portes de la Renaissance. Mais c'est super intéressant, elle a vraiment ce pouvoir de nous transporter, de nous faire voyager dans le temps. À chaque livre de Tracy Chevalier, je sais que je pourrais en parler des heures et des heures parce qu'il y a énormément à dire déjà sur ces livres, et lorsque l'on creuse un petit peu dans ces histoires et dans ces personnages, j'adore franchement, voilà, vous l'aurez compris, j'adore cette lecture. On n'est pas dans un coup de cœur pour le moment, mais j'adore. C'est des lectures qui me laissent pas du tout indifférente par les histoires, par sa plume. Donc voilà, je vais finir ce livre-là. Il me reste donc 100 pages. Je vous dirai juste en fait si j'ai aimé ou pas, mais je vais pas me réattarder à nouveau sur cette lecture. Je trouve que déjà là ça fait beaucoup, mais je vous promets, hein, vous me laissez toute une après-midi, mais moi je peux en parler toute une après-midi, donc j'espère que ça vous motivera à le lire, ou à découvrir en tout cas Tracy Chevalier pour ceux qui n'auraient jamais lu encore de livre. Je vous conseillerais peut-être de commencer par La jeune fille à la perle, c'est son livre le plus connu et pour moi ça avait été un très très gros coup de cœur. Donc c'est tout pour moi, à coup sûr je vous ai pas dit tout ce que je voulais vous dire sur ce livre et sur mes impressions en tout cas du moment. Mais c'est pas grave, je vais d'abord le terminer et au pire je compléterai même tout petit peu. Donc écoutez, c'est tout pour moi. Sur ce, je vais aller me préparer pour aller au travail, je vais aller manger. Et voilà, je vous reprendrai très certainement demain pour vous présenter ma nouvelle lecture. Nous sommes samedi matin, je vous prends juste pour faire un petit update lecture. Donc je n'ai pas encore fini Tracy Chevalier, je vais le finir vraiment aujourd'hui, il me reste 35 pages maximum. Juste que hier j'ai pas trop lu, j'avais un peu une migraine donc j'ai voulu reposer mes yeux. Sinon je voulais vous parler du livre que j'ai acheté hier. Pour être honnête, je voulais vous en parler à 23h hier parce que j'étais trop excitée. Mais je me suis raisonnée, j'ai préféré attendre aujourd'hui déjà pour avoir une meilleure luminosité et parce que honnêtement tourner à 23h ça n'a pas de sens. Mais c'est juste que voilà, je suis trop contente, j'étais vraiment euphorique. C'est très rare que je suive de très près un auteur. Et que j'achète le livre le jour de sa sortie, ça doit arriver peut-être 2 ou 3 fois par an. Mais hier sortait en librairie, donc on était le vendredi 11 mars et peut-être que vous l'aurez déjà deviné, sortait en librairie le dernier Joel Dicker, donc l'affaire Alaska Sanders aux éditions Rosie Wolf, avec le petit loup ici. Trop contente, j'ai foncé en librairie pour pouvoir l'acheter, donc il a coûté 23 €. Joel Dicker, c'est un auteur que je collectionne en brochet. Il y a des auteurs comme ça, il y en a pas beaucoup parce que c'est vrai que j'achète plus souvent des poches. Déjà ça coûte moins cher, ça prend moins de place dans les bibliothèques et même pour les transporter c'est beaucoup plus pratique. Mais Joel Dicker fait partie de ces rares auteurs dans ma bibliothèque à être collectionné en brochet. Alors pour ceux qui le savent peut-être pas, Joel Dicker avant était aux éditions Le Fallois. Mais suite à la mort de Bernard Le Fallois, donc c'était un petit peu son mentor et le directeur de la maison d'édition, il s'est un petit peu remis en question et il a décidé donc de monter sa maison d'édition, donc Rosie Wolf. Pour ceux qui ont lu peut-être l'énigme de la chambre 622, à l'intérieur du livre il faisait un hommage quand même à Bernard de Fallois. C'était d'ailleurs des passages qui étaient très sincères, qui étaient très touchants, que j'avais beaucoup aimé. Il parlait vraiment de sa relation avec lui, c'était un homme qu'il considérait vraiment comme important dans sa vie, et ça a été grâce à lui en fait qu'il a été aussi publié. Mais on sentait bien que c'était un hommage et à la fois un énorme remerciement en fait, alors certes à Bernard mais aussi aux éditions de Fallois. Et il le disait lui-même, je crois que voilà, il avait besoin de temps maintenant et de se remettre un petit peu en question, de savoir
s'il allait rester ou non dans ses éditions et quel chemin allait prendre un petit peu quel sens allait prendre sa vie sans Bernard de Fallois. Donc voilà, c'est chose faite, il a réfléchi, il a eu la réponse à ses questions étant donné qu'il a monté sa propre édition. Ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il a gardé la même esthétique de présentation pour sa nouvelle édition. Donc toujours avec un tableau. Là en l'occurrence c'est un tableau de Hooper Edgar et je crois d'ailleurs que c'est le... Je veux pas dire de bêtises mais j'ai l'impression que c'est le même peintre que soit pour l'affaire Harry Kéber, soit pour la disparition de Stéphanie Meyer, je sais plus. Mais c'est encore une station de service, je sais que sur un de ses livres il y a une station de service Esso il me semble. Donc voilà, je trouve ça très chouette qu'il ait gardé la même esthétique, la même présentation aussi à l'intérieur. Notamment des chapitres, parce qu'au moins ça ne va pas détonner dans la bibliothèque. Voilà, c'est pas que je suis maniaque de la bibliothèque, mais un petit peu. Je pense que vous êtes beaucoup à me comprendre. Alors, pour ceux qui n'auraient pas eu vent du résumé, je vais donc vous lire la 4e de couverture. Avril 1999, Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gallowwood de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Encore un résumé qui donne bien envie, je pense donc qu'il va y avoir 2 temporalités, comme toujours j'ai envie de dire, chez Joël Dicker. Ravie de retrouver également donc Marcus Goldman, donc vous l'aurez compris, c'est à lire après La Vérité sur l'affaire Harry Kéber et avant le livre des Baltimore. Ça tombe bien parce que je n'ai pas lu le livre des Baltimore, donc je pourrais le lire suite à celui-ci parce qu'il me semble qu'on retrouve aussi Marcus Goldman à l'intérieur. Même si je pense qu'il ne va pas y avoir de lien avec La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, peut-être qu'il va y avoir des piqûres de rappel, donc potentiellement des spoils, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le lire après. Et puis on connaîtra déjà Marcus Goldman et le sergent Perry Gallowwood, je ne me rappelais plus qu'il avait un nom aussi compliqué que ça. Je ne vous l'ai pas dit, mais il fait 569 pages je crois, 563 pages, ce qui est tout à fait classique chez Joël Dicker, ils font généralement moins de 500 pages. Et je pense là que je suis aussi en train de vous présenter ma lecture, ma prochaine lecture après Tracy Chevalier, parce qu'il ne restera pas longtemps dans ma palle et que j'ai très envie de le lire. Et étant donné qu'en fait je ne marche pas au planning, j'ai déjà essayé de faire des plannings lecture, mais en fait ça n'a jamais fonctionné parce que je ne respectais jamais mon planning de lecture et parce qu'en fait ça me mettait aussi un peu comme une pression, vous savez, de devoir lire un livre en tant de jours et de voir en fait déjà toutes les lectures que je lisais. Souvent je me surestimais et du coup voilà, ça me faisait toujours un petit peu... je lisais presque sous la contrainte, donc j'ai très vite arrêté de faire des plannings lecture. Et je suis plutôt quelqu'un qui suit ses humeurs et ses envies du moment, voilà. Si j'ai envie de lire un classique, je lis un classique, et si juste après j'ai envie de lire un thriller, je lirai un thriller. Tout dépend, et c'est pour ça que là, je peux d'ores et déjà ce week-end commencer Joël Dicker, donc l'affaire Alaska Sanders. J'espère qu'il sera aussi bien que les autres. Alors peut-être que celui qui m'avait moins plu de Joël Dicker, c'était l'énigme de la chambre 122. Que j'avais trouvé un petit peu trop rocambolesque comme histoire, des personnages un petit peu plats, psychologiquement parlant, un petit peu cliché. Je repense notamment à Anastasia. Voilà, c'était peut-être celui qui m'avait le moins transcendé, mais je sais que La Vérité sur l'affaire Harry Kéber et la disparition de Stéphanie Meyer m'avaient vraiment enchantée. Donc j'espère que celui-ci fera tout à fait l'affaire. C'est tout pour ce matin, je vais de ce pas finir de me préparer pour aller au travail et je vous dis très certainement à demain. Nous sommes dimanche en début d'après-midi et je vous prends pour clôturer ce vlog pour pouvoir le monter, vous le poster dans les temps.
Donc pour faire un petit point au niveau des lectures, j'ai bel et bien fini La Dame à la licorne de Tracy Chevalier. Je ne reviendrai pas sur cette lecture, comme je vous l'ai dit, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je reste sur ma position. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Ce n'est quand même pas un coup de cœur, mais je pense qu'on en est proche. Donc comme elle l'avait fait pour La jeune fille à la perle, ici dans La Dame à la licorne, elle s'est inspirée donc de ces tapisseries du musée de Cluny pour leur imaginer en fait une histoire, la genèse, comment en fait elles ont été pensées, comment elles en sont arrivées en fait à être créées. Bien entendu, c'est quand même une œuvre de fiction, elle le redit bien à la fin dans les remerciements, elle démêle le vrai du faux, parce que c'est vrai que finalement on ne sait pas exactement quand est-ce que les tapisseries ont été créées, combien de temps elles ont mis à être façonné, qui est-ce qui a été le vrai commanditaire de la famille Leviste. Voilà, il y a tout ça qui est remis, voilà, elle le fait un point en fait, elle démêle le vrai du faux pour que le lecteur ne soit pas perdu et qu'on pense que c'est la véritable histoire de ces tapisseries-là. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans cette histoire, que ce soit donc l'art à travers les tapisseries, l'amour impossible, les conventions, vous savez, la hiérarchie dans la société, la place de la femme, enfin voilà, il y a tout plein. Je perds mon voix. Je pense que ça veut dire que je dois me taire peut-être si on sait que je dois en finir avec cette lecture. Mais voilà, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé. C'est un très beau récit, c'est toujours très poétique. C'est La plume de Tracy Chevalier, donc je vous le conseille fois 1000. Et concernant donc ma nouvelle lecture, il n'y a pas de surprise étant donné que je vous l'avais déjà annoncé. Il s'agit de Joël Dicker, donc l'affaire Alaska Sanders aux éditions Rosie Wolf. Je l'ai à peine commencé d'ailleurs, j'ai même pas mis mon marque-page, mais je dois être à une trentaine de pages lues. Donc écoutez, je vous en parlerai beaucoup mieux dans le prochain vlog, en tout cas d'ici demain. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère qu'en tout cas ce vlog vous a plu. Je voulais également vous remercier parce que nous avons passé les 1000 abonnés sur mon compte Instagram, le livre du bonheur. Donc je vais préparer un concours en fait pour vous remercier, parce que si on en est là, c'est aussi grâce à vous et ça me touche énormément. Ça fait aussi 1 an en fait que j'ai ouvert mon compte Instagram et je pensais vraiment pas qu'il y ait autant de personnes bienveillantes, passionnées de lecture, avec lesquelles on peut réellement échanger, tisser des liens, parler de nos lectures et pas que. Donc vraiment ça me fait vraiment plaisir et c'est mon petit rayon de soleil dans cette semaine très grise et avec ce temps à la pluie. Ça me fait vraiment plaisir et ça me réchauffe le cœur et ça me motive aussi à continuer de vous faire ces vlogs, d'entretenir mon compte Instagram et voilà, c'est que du bonheur, donc j'espère que ça va continuer ainsi. Je vous souhaite de bonnes lectures, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog.